gouvernement français des versements appréciés par les différentes couches de la société. Horizon sans frontières, pour sa part, soupçonne une tentative de corruption de l'État français et appelle le Sénégal à la vigilance. Touche pas à mon littoral, le combat pour la préservation de cet axe remis au goût du jour. Pierre Goudiaby Atepa et compagnie s'opposent à la construction d'une terrasse sur la corniche. Ils comptent porter plainte contre la mairie du Point E qu'ils accusent d'avoir délivré une autorisation à Abindour, la principale concernée dans cette affaire. Touba prépare activement le Grand Magal édition 2016. Les préparatifs vont bon train, mais à quelques semaines de l'événement, l'on souligne déjà des manquements dans les engagements pris par le gouvernement. 100 millions de francs CFA, c'est le coût du programme Élite Jeune Génération 2024, un projet mis en place pour revaloriser l'athlétisme au Sénégal. Plus de 120 jeunes sont concernés par ce programme. Voici pour les titres, tout de suite le développement. La coalition Non aux APE dénonce l'arrestation de leur leader Guy Marius Sagna. Elle compte mener le combat jusqu'au bout. Et pour cela, elle va signer des pétitions contre ces accords jugés qui ne profitent pas donc à l'Afrique. Dans un élan de patriotisme, la coalition invite les parlementaires à ne pas ratifier ces accords. Fatou Bintou Diagne. Malgré l'autorisation de la marche, le coordonnateur de la coalition Non aux APE a été mis aux arrêts, ce que fustigent ses camarades. On souffle le froid et le chaud parce qu'ils attendent le dernier moment pour autoriser la marche et en même temps ils interdisent au principal coordonnateur, ils le mettent sous les verrous. Donc ça montre vraiment que ce pouvoir-là est aux abois. Il y a aujourd'hui un processus de chercher à intimider, à décourager, à donc déstabiliser des Sénégalais qui cherchent à avertir la population sénégalaise par rapport au danger que représentent ces APE. Et si notre gouvernement signe ces APE, c'est qu'il aura trahi effectivement les intérêts de ce peuple. Les APE vont appauvrir l'Afrique, conviction des camarades de Guy Marius Sagna, raison pour laquelle la venue du Premier ministre français est une occasion pour cette coalition de montrer leur indignation. Nous voulons à travers nos activités et notre agitation amener le peuple sénégalais à prendre conscience du danger que cela représente, ces accords de partenariat économique. Parce que pour nous, les accepter, c'est créer les conditions d'une sorte d'apocalypse dans notre pays, au plan économique. Vous imaginez que le Sénégal décide de perdre des recettes donc budgétaires en acceptant à ce qu'il y ait une suppression des droits de douane. Les APE sont déjà signés par le chef de l'État. Les membres de la coalition interpellent cette fois-ci les parlementaires. On attend l'Assemblée nationale. Nous le demandons aux députés de refuser de signer cela. Là où les Européens refusent effectivement de signer le TAFTA, donc des accords qui sont proposés par les États-Unis, là où Manuel Valls dit qu'il n'est pas question vraiment de signer parce que ça ne défend pas les intérêts donc des populations de l'Union européenne. Nous pensons que c'est de la même manière que les populations africaines doivent dire non. Ils sont déterminés à poursuivre ce combat et ils appellent la population à soutenir leur cause, car avec la mise en œuvre des APE, c'est l'Afrique qui va en pâtir. Le chef du gouvernement français, Manuel Valls, foule le sol sénégalais pour 48 heures. Des citoyens lui souhaitent la bienvenue. Toutefois, certains voient une coïncidence assez troublante entre cette visite et la découverte du pétrole dans notre pays, même si d'autres estiment, vu les relations séculaires entre la France et le Sénégal, les rapports ne peuvent qu'être fraternels. El Haj Moussabey. Le Sénégal, une étape avant la tournée africaine du Premier ministre français Manuel Valls, prévue au mois d'octobre prochain. Citoyens du pays lui dressent le tapis rouge. On lui souhaite la bienvenue. Ici, c'est le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Donc, on peut faire que ça. Le Sénégal, c'est un pays de la Teranga, donc on souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse une exception pour lui. Mandé, je ne lui souhaite pas bienvenue. Personnellement, je ne lui souhaite pas la bienvenue. Ils défendent leurs intérêts. L'homme s'entretiendra sans doute avec le chef de l'État sur la coopération entre les deux pays, dans un contexte marqué par une controverse autour du pétrole et du gaz
mais également de lutte contre le terrorisme. Ces citoyens sont d'avis que la venue du chef du gouvernement français n'est pas fortuite. Les Français viennent ici que pour leurs intérêts et cela perdure. Aujourd'hui, le Sénégal est regorgé de pétrole et d'autres matières premières. Ce sont sûrement ces richesses qui les amènent. Chaque État est là pour veiller sur les intérêts de son pays. Partout où ces intérêts sont menacés, il est normal qu'il y ait quelqu'un quand même qui puisse se déplacer pour garantir ses intérêts. Ces derniers ne manquent pas d'interpeller les autorités à mettre en avant les intérêts du peuple sénégalais, car, disent-ils, les pays n'ont pas d'amis. Ils doivent se rappeler que le peuple est là et nous avons besoin de ces matières premières pour se mouvoir dans les plus hautes instances du développement. Des siècles, France. Cela fait des siècles que le Sénégal court derrière la France. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nos autorités doivent prendre leurs responsabilités et être autonomes. Une première que Manuel Valls se rend au Sénégal depuis sa nomination à la tête du gouvernement français. Visite de 48 heures où il va rencontrer des chefs d'entreprise sénégalais et co-présidera un séminaire avec son homologue Mohamed Boun Abdallah John. Autant que les citoyens, la venue de Manuel Valls est une occasion pour Horizon sans frontières d'appeler la France à revoir de stratégie dans sa lutte contre le terrorisme. À en croire le président de l'organisation, le chef du gouvernement français compte assister l'État du Sénégal avec un appui financier considérable qui cacherait des intérêts. Boubacar Seye demande à l'État de ne pas accepter cette enveloppe considérée comme une tentative de corruption. Pour plus de détails, suivant ses explications. Avec la venue de Manuel Valls, c'est l'occasion aujourd'hui de recommander à la France de changer de stratégie dans sa lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin d'une culture de la paix et ce qui se passe en France est excessivement grave parce que tout simplement l'immigration et l'islam est mis au bas des accusés par une laïcité juridico-politique. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que Manuel Valls vienne déverser au Sénégal une enveloppe de 92 millions d'euros, alors que le taux de chômage en France, je parle des chiffres de l'OCDE du mois de juillet 2016, ce taux est supérieur à 10,3%. Cet argent aurait pu servir dans la lutte contre la radicalisation de ces Français qui sont d'origine étrangère. Nous n'avons pas besoin de cet argent et Horizon sans frontières demande à l'État du Sénégal de refuser cette enveloppe qui en fait est une forme de corruption. La machinerie de Rebeuss ne laisse pas indifférente la population. Beaucoup regrettent ce qui s'est passé et interpellent les autorités. Selon eux, des mesures doivent être prises pour solutionner la surpopulation dans les prisons, mais également améliorer les conditions de vie des détenus. Ousmane Ba. Suite aux événements malheureux dans les prisons, les Sénégalais donnent leur point de vue. Chacun y va de son commentaire. Ce qui s'est passé à Rebeuss est sous-jacente à l'étroitesse des cachots, ce qui montre tout simplement que, en fait, les détenus ne mangent pas bien, ce qui a suscité tant de problèmes, d'où leur colère. Le commentaire que j'ai à faire là-dessus est simple. Puisque les détenus sont dans de mauvaises conditions, je ne peux pas comprendre qu'on emprisonne quelqu'un pendant des années sans pour autant le juger. C'est inadmissible. Pour ce citoyen, il y a une justice à deux vitesses au Sénégal. Des célébrités sont souvent libérées au moment où les fils de pauvres croupissent en prison pour des délits mineurs. Je ne veux pas prononcer des noms, mais j'ai vu des personnalités qu'on a emprisonnées et libérées alors qu'elles ont fait des délits très graves. Cette demoiselle va plus loin. Pour elle, il est anormal d'emprisonner un individu pendant plusieurs années, sans jugement. Ce n'est pas normal de mettre quelqu'un sous les verrous plus de 10 à 15 ans sans le juger, alors que le délit qu'il a commis n'est pas si grave. Des fois, nous voyons des personnes avec des cas plus graves qui sont jugées. Ce n'est pas normal. Ces longues détentions préventives et les conditions de vie jugées inhumaines constituent un problème pour les détenus qui l'ont manifesté violemment. L'homme de la rue prend fait et cause pour ces personnes privées de liberté qui attendent désespérément d'être fixées sur leur sort.
Une énième bataille pour les défenseurs du littoral. Des forces s'unissent contre la chanteuse Abindour qui ambitionne de mettre en place une buvette sur la corniche. Seulement Pierre Goudiaby Atepa et compagnie ne comptent pas laisser faire. Ils envisagent de déposer une plainte contre la mairie du Point E qui a délivré l'autorisation à la chanteuse. Plus de détails avec Fatou Bintou Diagne. Le rond-point 6 en face à l'ambassade du Mali oppose les défenseurs du littoral à la chanteuse Abindour. La dame compte construire une terrasse sur ce site. La mairie, au lieu d'aménager ce rond-point-là pour favoriser un espace digne de ce nom où les étudiants, entre autres, pourraient venir se relaxer, réviser leurs leçons, on veut nous mettre des gargotes et des... Non, c'est pas possible, ça suffit. Alors, ça ne fait pas partie du DPM, j'allais dire que c'est pire. Là, vous êtes sur un rond-point. Vous croyez que c'est normal qu'on vienne maintenant construire des restaurants sur des ronds-points? Pierre Goudiaby Atepa ici compte déposer une plainte contre la mairie de Point E et la dame. C'est vrai, elle a une autorisation de construire. C'est pour cela que nous avons commis des avocats. Nous allons porter plainte contre la mairie du Point E qui a délivré l'autorisation. Et nous allons voir. Et certainement contre la dame également qui va en faire l'usufruit. La chanteuse estime être en règle après avoir reçu l'autorisation des mains de la mairie. Autorisation depuis 2011, au temps de Dr Malick Diop. J'ai eu l'autorisation depuis 2011, au temps du docteur Malick Diop. Et j'ai payé à l'époque 150 000 francs par mois. Quand Dr Malick Diop a quitté, le nouveau maire Palesombe a renouvelé mon bail. Et actuellement, je paye 250 000 francs par mois. Il n'en est même pas question de construire de rangées de briques sur cette zone. C'est juste une terrasse. Des gens font du sport sur la corniche. Il est plus judicieux d'avoir une buvette pour leur permettre de prendre quelques rafraîchissements. Jus de fruits. Les défenseurs du littoral comptent poursuivre le combat. Ils dénoncent la mainmise des autorités locales et comptent durcir le ton. Le dossier du pétrole continue de susciter des réactions de part et d'autre après la sortie du Premier ministre pour clarifier sur le processus de signature de ce contrat. La coordination des jeunes républicains monte au créneau. Les jeunes apéristes apportent leur soutien au chef du gouvernement. Pour eux, il est temps que le débat soit clos pour de bon. Ababakar Sadir Top. Suite à la sortie du Premier ministre sur le dossier du pétrole, la coordination des jeunes républicains COJER a tenu à soutenir le chef du gouvernement. Thérèse Faye Diouf et compagnie pensent que l'opposition sénégalaise est en manque d'arguments. Ainsi, elle se distingue par la désinformation et le non-respect des institutions. Un message de soutien au Premier ministre, soit à sa sortie, à sa déclaration très précise, qui a été riche d'enseignements, avec des arguments très bien clairs, mais aussi des arguments détaillés. Mais aussi un message de soutien au président de la République et à son gouvernement. Dire qu'au Sénégal, nous avons assisté à ce que nous appelons l'axe du mal politique, incarné par cette opposition qui n'est pas du tout crédible, incarné par cette opposition qui refuse de connaître les réalités de ce pays. Pour ceux qui disent que les menaces du Premier ministre sont propres à un régime dictatorial, les jeunes apéristes pensent le contraire. Pour eux, un débat démocratique doit être basé sur la vérité. Nous ne sommes pas du tout dans un régime dictatorial. Poser un débat économique ne veut pas dire raconter des histoires, ne veut pas dire calomnier, ne veut pas dire raconter des mensonges. Parce qu'effectivement, dans le dossier Petrotim, mais si Abdoul Mbaye, c'est la réalité, il n'a qu'à dire la réalité telle qu'elle. Si effectivement Ousmane Sonko, c'est la réalité, il n'a qu'à dire la réalité telle qu'elle. Mais ce que le gouvernement ne peut pas accepter, c'est que ces politiques, ces politiciens, j'allais dire, qu'ils utilisent ce dossier pour se faire une image. Le dossier du pétrole et du gaz commence à prendre une ampleur considérable au vu des multiples positions et versions venant tantôt de l'opposition, tantôt de l'État.
Le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé en conclave à Hambourg pour voir comment enrôler tous les élèves de l'élémentaire et du secondaire dans la couverture maladie universelle. Les entités estiment que tous les enfants doivent être d'égale dignité. L'on soutient que sans une bonne santé, il est difficile de faire des performances à l'école. Hambourg, la correspondance de Mamadou Diop. Assurer la prise en charge sanitaire performante et de qualité des élèves des écoles élémentaires et secondaires du pays, telle est l'ambition des responsables de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Régler la question de la prise en charge sanitaire des élèves, c'est régler la question d'un déterminant important pour ce qui concerne la qualité de l'enseignement, parce qu'un élève qui n'a pas la possibilité de se faire soigner, c'est un élève qui ne peut pas recevoir les apprentissages correctement. Mais régler la question de la prise en charge sanitaire, c'est aussi régler une question d'équité. Cette décision de la CEMU a été vivement saluée par le ministre de l'Éducation nationale. La santé est un intrant de qualité, c'est aussi un intrant d'équité. Donc, assurer une prise en charge sanitaire universelle des élèves, c'est un moyen de répondre à l'axe 1 du programme paquet que nous avons, qui est d'assurer des enseignements-apprentissages de qualité. C'est en même temps répondre à l'axe stratégique numéro 2, qui est d'assurer l'équité dans l'accès à l'éducation. Pour atteindre son objectif, le directeur général de la CEMU veut s'appuyer sur les mutuelles de santé implantées dans tout le pays. Cela nous fait un ensemble de 670 mutuelles de santé qui existent sur l'ensemble du pays. Et 45 unions départementales de mutuelles de santé qui ont été installées. Ça veut dire que l'infrastructure existe. On va voir des options. Une des options pourrait être de dire que chaque enfant va être inscrit dans la mutuelle de santé de son ressort. Il est logique, par exemple, qu'on dise que tous les enfants qui vivent et qui suivent des enseignements dans la commune de Gossas vont être enrôlés dans la mutuelle de santé de Gossas. Et ceci peut être fait sur l'ensemble du pays. Les différents acteurs du système sont à la Somone en atelier pour définir un modèle de prise en charge des dépenses de santé des élèves en adéquation avec les approches stratégiques de la couverture maladie universelle. D'ici 2017, le registre national unique va concerner plus de 450 000 ménages vivant dans une extrême pauvreté pour permettre à ces familles d'accéder rapidement au programme d'assistance sociale. Le RNU va mettre en place un système d'information et de gestion sous la coordination technique de l'ADIE, un système qui sera utilisé par les opérateurs techniques et membres du gouvernement dans le secteur de la protection sociale, suivant les explications du docteur Ousseynou Diop. Il est le directeur du RNU. Il est ici au micro de Ndeye Fatim Lo. Aujourd'hui, qui a été conçu depuis 2013 et aujourd'hui qui contient près de 450 000 ménages, ce qui fait en moyenne 4 millions d'individus. En fait, ce travail de développement du système d'information et de gestion est devenu nécessaire du fait de l'ampleur des données qui sont aujourd'hui dans le registre. Aujourd'hui, il s'agissait de réunir tous les partenaires qui travaillent, qui doivent utiliser cette base de données et de voir comment cette base a été constituée, comment ce système d'information est en train de développer et de voir leurs préoccupations, leurs recommandations, leurs avis. Pour sécuriser cette approche, nous avons déjà externalisé le ciblage. Ce sont les comités de quartier, de villages, autour des comités de femmes, de jeunes, des associations de développement qui aujourd'hui choisissent les ménages pour identifier les ménages qui doivent participer et être dans ces programmes. Mais comme vous le savez, dans tout processus de ciblage, il y a toujours des erreurs ou bien des biais. Et c'est pourquoi la délégation a mis en place un numéro vert qui sera bientôt diffusé. La délégation aussi a mis en place un système de gestion des plaintes et des réclamations pour donner la chance à toutes les communautés de pouvoir les faire parvenir à la délégation, mais par le biais des régions, et que nous, on va prendre toutes les dispositions pour les corriger. 30% des réserves mondiales des matières premières minérales non énergétiques détenues par l'Afrique. Seulement, cette richesse, paradoxalement, présente un impact souvent négatif sur la croissance des pays africains, un phénomène longuement abordé par le rapport Cyclope 2016 qui a choisi le thème « L'Afrique et les marchés mondiaux de matières premières, l'heure et lueur » afin que des pistes de solutions naissent au cours des échanges. Un compte rendu signé Adjara Sissé.
La croissance de nombreux pays du continent africain est directement liée à leurs exportations de matières premières, mais le constat fait est que ces richesses souterraines ne profitent que peu aux populations. Cette problématique est au cœur de ce rapport Cyclope qui s'accentue sur les perspectives des matières premières de l'Afrique et les marchés mondiaux. Aujourd'hui, avec des prix plus bas, avec des prix qui ne couvrent même pas les équilibres budgétaires des pays concernés. Regardez le Nigeria, la dévaluation de la Naira, regardez le Ghana qui était tout heureux il y a quelque temps d'avoir du pétrole et qui aujourd'hui est obligé d'aller faire de la mendicité au FMI. Et donc le premier défi, c'est de gérer cette instabilité. La malédiction des matières premières peut ne pas épargner le Sénégal, selon les acteurs du secteur, avec la découverte du pétrole, suffisant pour proposer des pistes de solutions pour éviter de vivre la même chose dans les autres pays. Gérer à part la rente pétrolière, un peu ce qu'a fait la Norvège. La Norvège a créé un fonds dans lequel ils ont mis de côté l'argent, les taxes, les royalties que l'État norvégien touchait sur la production de pétrole, ils l'ont mis de côté. Donc la clé, c'est pouvoir enclencher, comme la Chine l'a fait, comme les autres pays asiatiques l'ont fait, une dynamique de croissance autour de 7% sur la longue durée. Une année ne suffit pas, donc il faudrait voir la tendance cette année, 2016, 2017 jusqu'à 2025. La bauxite de Guinée, le phosphate marocain, le bonylite nigérien, le cuivre zambien, le cacao de Côte d'Ivoire, le café éthiopien ou la vanille malgache et bientôt le pétrole sénégalais. Autant d'exemples qui attestent que les matières premières revêtent une dimension tout aussi mondiale que locale, en constat du rapport. La 22e édition des 2 Rakas a été célébrée en présence de fidèles venus de tous les horizons. Au menu de cette journée, la prière marquant les 2 Rakas suivis de la cérémonie officielle. Le président du Kourel, Cheikh Matar Diouf, ainsi que la délégation gouvernementale ont exprimé leur satisfaction sur le déroulement de cet événement. Côte d'Enjaï. La plage de Djamalai a refusé du monde à l'occasion de la 22e édition de Fatelekou Julli Géej gi à 17h, place à la prière marquant la prière de Cheikh Ahmadou Bamba dans l'océan. Assalamu alaikum. Cheikh Matar Diouf, président du Kourel, tire un bilan satisfaisant du déroulement de la cérémonie. Je n'ai pas les mots pour exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit du Khalife général des Mourides et de son Djawriñ Seigne Mountakha Bachir Mbacké pour m'avoir désigné comme président du Kourel Fatelekou Julli Géej gi. C'est un grand moment aujourd'hui, c'est un moment de prière, des grands moments de prière et de recueillement. Le thème portant sur la paix entre les nations selon l'islam n'est pas fortuit, selon le ministre Omar Gueye, chef de la délégation gouvernementale. Vous avez choisi la paix dans l'islam, la vision de Serigne Touba comme thème de cette présente édition. Un thème d'actualité au vu de ce qui se passe dans le monde. Des gens s'identifient à l'islam et font dans des pratiques qui n'honorent pas la religion. Serigne Touba nous a enseigné un islam de paix et c'est ce que le Sénégal connaisse. Durant ces 2 jours, des prières ont été formulées. Le président du Kourel a salué les efforts consentis par l'État pour la bonne réussite de cette manifestation. Magal de Touba 2016, prévu dans la 2e quinzaine du mois de novembre. Les autorités sont à pied d'œuvre. Un CRD spécial consacré à ce grand événement religieux du mouridisme s'est tenu à la gouvernance de Diourbel. D'importantes mesures ont été prises pour une bonne réussite du Magal. Le coordonnateur Serigne Bass Abdou Hadr pense déjà au futur Magal qui pourrait coïncider avec l'hivernage. El Haj Moudougueye depuis Touba. Le comité régional de développement consacré au Magal 2016 a enregistré la participation de l'ensemble des chefs de services régionaux qui interviennent pour la réussite de ce grand événement religieux présidé par le gouverneur de la région de Diourbel
en présence de Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, le comité régional de développement était l'occasion pour ce dernier de tirer un bilan globalement satisfaisant de l'édition 2016. Le coordonnateur général du Magal d'inviter ensuite les autorités étatiques à faire en sorte que cette présente se passe sans difficulté majeure. D'ailleurs, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a interpellé le gouvernement sur certains engagements dans le domaine de l'électricité, des infrastructures, mais surtout de l'assainissement avec les inondations enregistrées dans certains quartiers de la ville sainte. Le guide religieux et responsable de l'organisation se dit persuadé de la volonté du chef de l'État Macky Sall. Mais ces instructions ne sont pas souvent exécutées à temps, nous dit-il. Au cours des débats qui ont duré près de 5 heures d'horloge, les chefs de services régionaux ont tous pris des engagements pour une bonne réussite du Magal 2016. Le gouverneur Mamadou Moustapha Ndaw s'est félicité ensuite du dévouement de ses subordonnés et pense que d'ici le jour J, tout sera fin prêt pour un bon Magal sans difficulté majeure, notamment dans les secteurs de l'hydraulique, de la santé et de l'énergie. Élite Jeune Génération 2024, un nouveau projet mis en place par les autorités sportives pour redorer le blason de l'athlétisme sénégalais. Ce projet qui va coûter 100 millions de francs CFA a l'ambition de mettre cette nouvelle élite dans des conditions optimales de performance. Ibrahim Fall a assisté à l'ouverture de ce programme tenu ce matin au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor et voici son compte rendu. L'athlétisme sénégalais veut retrouver ses lettres de noblesse et pour ce faire, les autorités sportives se penchent sur la formation des jeunes, le cap visé, horizon 2024. Le directeur de la haute compétition a demandé aux fédérations de faire la détection. Avec leurs techniciens, ils ont fait la détection. Et le groupe de jeunes que vous avez vu, c'est ça le groupe de performance dans ces disciplines qui ont été ciblés pour permettre au Sénégal d'entamer la préparation et l'encadrement de cette élite pour un horizon 2024. L'ouverture de ce programme Élite Jeune Génération 2024 est venue à son heure. Les bénéficiaires de cette formation s'en félicitent. C'est bien car ça peut nous permettre plus tard de partir au championnat, de devenir de futurs champions et tout. Ah, moi j'aime bien. Ils ont 8 ans de travail à commencer dès à présent. Ça va être extrêmement dur, mais je pense qu'avec l'encadrement technique qu'ils ont et l'appui du ministère et du Comité national olympique, il y a quelque chose de merveilleux qu'on attend d'ici 2024. Nous avons des échéances futures, tant au niveau des championnats d'Afrique, au niveau des qualifications des Jeux olympiques. Donc j'ai dit ça vient vraiment à point nommé de permettre à nos jeunes déjà de s'entraîner, de se regrouper. Et ça va nous permettre de faire des évaluations dans les différentes participations de nos équipes nationales. 100 millions pour le projet, 40 millions pour le premier regroupement. Une telle initiative pour rendre performant le sport sénégalais à travers les disciplines individuelles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient demain à 13 h. Ce sera en Wolof. Quant à moi, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition du soir en français. Très bonne suite des programmes sur la DTV.